Donc je vous rassure, je ne vais pas vous parler de hamburger. Par contre, si mon accent vous exècre, la direction a mis un cajot avec des tomates à disposition, alors vous avez le droit. Voilà, alors effectivement, je suis ici d'une famille de cuisiniers, restaurateurs, hôteliers depuis 7 générations. Et j'ai énormément de choses qui m'ont été transmises grâce à cette atmosphère qu'on trouve dans l'hôtellerie et la restauration. Donc, nos Weinstub, nos Bierstub en Alsace, en Suisse, en Autriche, ont toujours un Stammtisch. Un Stammtisch, c'est une table des habitués. Et tout petit, j'ai eu l'occasion de pouvoir, sur les genoux de mon grand-père, assister à ces discussions que les anciens avaient. Donc, il y a déjà une transmission qui m'a été acquise dans les années 60, alors que c'était une décennie de grande ouverture d'esprit. Eh ben moi, je me suis plongé dans le passé grâce à ces anciens, grâce à ces aïeux qui ont vécu leur jeunesse avant la Première Guerre mondiale. Et j'avais eu l'occasion encore dans ma famille, puisqu'on était souvent à la table familiale, 4 générations autour d'une table, ce qui est quand même très très rare. Donc moi, ma sœur, mes parents, mes grands-parents et un oncle de ma grand-mère, qui était vraiment un bourlingueur, un Indiana Jones. Et je vais vous raconter son parcours qui m'a quand même beaucoup influencé dans la vie. Et surtout, qui s'occupait de moi le jour de congé de notre hôtel-restaurant. Et bien sûr, il m'a raconté ces grandes histoires avec toute la pudeur propre à un Alsacien. Donc, vous savez bien que l'Alsace a vécu énormément de vie passionnante et de vie tragique. Eh bien, ce personnage a pu traverser le siècle en ayant vécu toute cette vie étonnante. Il a commencé sa carrière militaire dans la cavalerie prussienne, les fameux Uhlans, qui me racontaient. Je vous parle maintenant de ce qu'il me racontait. Donc, il a eu une période, pendant 3 mois, sans déceler, sans se déshabiller, sans se déchausser, jusqu'à une fatigue extrême. Il a, après son rétablissement, pu rentrer dans la nouvelle arme qui était l'aviation militaire. C'était vraiment très difficile pour entrer dans cette nouvelle arme. Et photo à l'appui, puisque j'ai hérité de tout son passé, de toutes ses photos, il m'avait raconté tout ça et il a vécu des expériences extraordinaires. Et surtout, pour revenir maintenant au côté du goût, il était colon à Madagascar après la guerre mondiale, dans une grande exploitation qu'il dirigeait, où il plantait du tabac, il plantait de la vanille, il plantait du gingembre, totalement inexistant chez nous en France dans ces années-là, ainsi que du manioc et tout ce qui s'ensuit. Et en pleine brousse, bien sûr, tous ces remèdes et un savoir-faire lié à un peu à une débrouillardise. Après ça, pourquoi je suis devenu un historien? Eh ben, d'une part par ça, et puis faire le lien avec la cuisine, puisque ce transfert de la cuisine m'a été acquise depuis très jeune, parce que cette atmosphère qu'il y a, pas seulement à ce fameux Stammtisch dans un restaurant, c'est également le fait d'être en communion, parce qu'on peut parler de la communion, avec des cuisiniers, avec des apprentis, qui avaient tous 4, 5 ou 10 ans plus que moi, mais j'étais élevé dans cette atmosphère. Alors ça n'a absolument rien à voir avec les émissions de télé, ce que vous voyez actuellement, Top Chef et tout ça. Il y avait vraiment une transmission et un savoir-faire qui se faisait par les anciens, par les apprentis, qui m'ont donné cette passion de la cuisine. Donc je parlais de la cuisine, je parlais de l'histoire. Et après, pourquoi les remèdes? Eh bien les remèdes, je me suis retrouvé effectivement à 23 ans avec un ulcère. Pourquoi un ulcère? Parce qu'effectivement, dans nos métiers, il y a de la tension, il y a de la pression, on mange sur le coin d'une table, on avale, on subit. Eh ben, qu'est-ce qu'il y avait comme solution pour un ulcère? Eh bien, il n'y en avait pas beaucoup, hein, à part changer de comportement. Mais je ne voulais pas abandonner mon métier. Et je me suis souvenu d'un livre, puisque je vous disais bien que j'avais tout hérité de mon oncle, mon arrière-oncle plutôt, un livre sur la santé de la pharmacie du bon Dieu, écrit par Maria Treben, bien sûr, un livre en allemand, c'était une Autrichienne, qui a été effectivement traduit en français 20 ans après. Et il y a effectivement des remèdes et des recettes
qui m'ont vraiment influencé. J'y ai trouvé bien sûr le remède pour mon ulcère. Je me suis guéri de mon ulcère tout seul, qui était tout simplement le matricaire, la camomille, qu'on trouve près des champs de blé ou dans les champs de blé. C'est les grandes fleurs jaunes. Donc là, je me suis inspiré de ce livre pour découvrir d'autres aromatiques, d'autres façons, qui en fin de compte, j'ai bien vu que c'est pas uniquement des remèdes, mais c'est aussi des recettes. Parce que cette naturopathe autrichienne était influencée par Hildegard de Bingen, qui était une très grande visionnaire du XIIe siècle. Tout le monde s'est référé à cette grande visionnaire qui dirigeait un monastère déjà à l'époque. Et actuellement, quand on parle de médecine parallèle, ou plutôt médecine douce, on fait souvent référence à cette personne. Donc voilà mes 3 axes dans ma vie et dans mes passions. J'ai eu l'occasion, grâce à mon métier et grâce à ce besoin de découvrir, grâce à ce besoin de chercher ce que mon arrière-oncle faisait déjà, être un petit, je m'entends bien, un petit bourlingueur par rapport à ce que mon grand-oncle a fait. J'ai eu l'occasion par mon métier de pouvoir faire des semaines gastronomiques, des dîners de gala, des représentations de mon magnifique région qui est l'Alsace. D'ailleurs, vous voyez le petit logo, ça c'est le blason d'Alsace. Donc malheureusement, l'année prochaine, il faut que je l'enlève puisqu'on fait partie de l'Alsace, Lorraine, Ardennes, Champagne. Malheureusement, tout le col ne suffit pas. Alors on m'a trouvé une idée. On va marquer Hollandland. Voilà. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité l'année prochaine, mais bon, c'était une supposition. Bon, les tomates sont là-bas. Hein. Si je commence à dire des conneries, n'hésitez pas. Hein. Donc, on revient sur les choses un peu plus intéressantes. Donc, historien, j'aime bien ce petit mot historien, mais par contre, dernièrement, le directeur de la DRAC, qui est donc la direction régionale de l'archéologie en Alsace, m'a dit, mais ce que vous faites, c'est de l'archéologie expérimentale. C'est vrai qu'avec tout ce que j'ai acquis, j'ai fait énormément de dîners sur l'époque romaine, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et j'ai même fait, suite à ce qu'il m'avait dit, une exposition sur 6 mois, remèdes et recettes de l'Antiquité. Alors il faut savoir qu'à l'époque, tout était lié. Donc cette cuisine santé était tout à fait connue. Parce qu'un médecin n'avait pas beaucoup de possibilités pour guérir. Il vous donnait effectivement plusieurs remèdes qui étaient en fin de compte des recettes, toujours à base de miel, toujours à base de garum, toujours à base de poivre, du miel et des boissons qui sont des boissons d'assemblage telles que nous on connaît encore un peu l'hypocrase qui est une boisson moyenâgeuse. Mais les Romains faisaient beaucoup plus, ils faisaient du mulsum, il faisait du defrutum qui ressemble beaucoup au vin de Maury qu'on connaît dans le sud de la France ou des genres de Porto, donc une concentration. Et tout ça, c'était des aliments. Donc tous ces aliments, en fin de compte, et ces boissons étaient des médicaments. Donc je vous ai parlé de quelque chose qui s'appelle le garum. Eh bien, le garum est une extraordinaire parce que j'écris aussi des articles dans un bulletin archéologique et toujours axé sur la cuisine, surtout de l'Antiquité. Et alors, ce garum a quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens, pas beaucoup d'écrivains qui s'intéressent au côté culinaire, la recherche culinaire. Parce qu'en traversant les siècles, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, toutes les recettes, on les retrouve encore sur nos tables, transformées par les siècles, transformées par différents pays. La cuisine romaine, vous la retrouvez presque, je dis presque à l'identique, dans l'ancien empire de Byzance, donc grec, turc, libanaise, chypriote. Hein, voilà. Vous avez le cicerona qui est le hummus. Vous avez des trucs à base de fromage blanc, de menthe, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, je reviens sur le fameux garum, qui était donc une genre de saumure faite avec des poissons gras, déposés dans des vases, et grâce au sel et des épices, cela donnait effectivement une fermentation lactique, mais grâce au sel, qui est un antiseptique, il n'y avait pas de putréfaction.
Donc après avoir macéré ça pendant un certain temps, on a retiré le jus qui donnait le licamen, appelé aussi garum, et la partie, les résidus durs, était le alex. Alors le alex remplaçait le sel, était un assaisonnement. Et ce alex, on le retrouve encore actuellement dans tous les bassins méditerranéens. Et le garum, on le retrouve partout. Il a été inventé par les Mésopotamiens, par les Grecs, commercialisé par les Phéniciens. Il a traversé l'Orient, il est arrivé en Inde. En Inde, il y a énormément de garums locaux. Les Anglais colonisateurs ont découvert ces garums locaux. Eh bien, ils en ont fait le Worcestershire sauce, présente dans nos cuisines occidentales depuis un siècle, dans les mets et même dans les boissons. Vous avez déjà bu un jus de tomate, on met un peu de Worcestershire sauce. Il y a les Thaïlandais qui ont le Nam Plam et il y a les Indonésiens qui ont le ketchup Mari, Muri ou Mari. Et alors, ce fameux garum a traversé le Pacifique et arrivant aux États-Unis, transformé par quelques judicieux Italiens, avec un peu de tomate, un peu de sucre, un peu d'épices, qui nous donne une sauce aigre-douce, qui n'est rien d'autre que le ketchup, présent sur toutes nos tables du monde entier. Voilà l'origine de ce garum qui a traversé 4000 ans. En France, on le trouve sous le nom de pisala. Le pisala, qui est un genre de alex, donc qu'on retrouve effectivement, c'est des anchois marinés qu'on met dans la pissaladière. Voilà. Et comme ça, je pourrais vous raconter des heures toutes les origines de tous les plats de l'époque romaine. On a eu beaucoup de fausses informations sur l'origine des pâtes. Tous les écrivains disent « Ah, mais c'est Marco Polo qui a ramené les nouilles, qui a ramené les pâtes de Chine. » Totalement faux. Dans le livre de Apicius, notre fameux Apicius qui a écrit un codex au 1er siècle, qui est le plus vieux livre de cuisine jamais diffusé, parce qu'il a été transcrit jusqu'à l'invention de l'imprimerie, et après il a été diffusé à un tel point qu'il est toujours encore édité. Bien sûr, ça a été un certain temps ma Bible, et je me suis énormément inspiré, et j'ai pu recréer le fameux sel romain. Il y a une quinzaine d'années que je vous ai ramené aujourd'hui, et qui était à la fois un médicament. Ce sel romain était un médicament, était un mode d'assaisonnement et un monnaie d'échange. Ça valait ce pesant d'or. Le sel romain valait son pesant d'or. Vous entendez bien? Donc, vous allez voir que vous allez le prendre après sur la paume de la main et vous avez juste à avaler. Vous allez voir une diffusion de saveurs, une diffusion de plein de choses. Et c'était effectivement un médicament. Donc, les autres fausses idées étaient aussi, tout simplement, Christophe Colomb. Comment ça se fait qu'il a découvert l'Amérique? Ah bah parce qu'il était un peu plus intelligent que les autres. Bah non, il voulait trouver une route plus proche. Mais pour faire quoi? Pour trouver de l'or? Pour trouver les pommes de terre? Pour trouver les tomates? Ben non, ça c'est venu pratiquement 100 ans après, puisque la pomme de terre, l'or des Incas et les tomates viennent du Pérou. Voilà. Eh ben non. Il est allé trouver une île, Saint-Domingue, Haïti. Il a ramené quoi dans son premier voyage? 2 éléments que nous utilisons encore tous. Le potimarron, ou potiron, et les haricots, qui étaient dans l'Antiquité les flavoles, qu'on trouve encore maintenant. C'est des tout petits haricots blancs avec une tache noire. Vous avez les flageolets verts, mais tous les haricots, les cocos de Soissons et tout ce qui s'ensuit, ça c'est Christophe Colomb qui l'a ramené en premier. Et bon. Ah oui, là je me perds un peu. Hein. Donc il y a effectivement, comme il y avait tellement de choses, oh ben, j'ai pratiquement tout dit, c'est pas possible. Oui, alors effectivement, actuellement, il faut faire très attention sur la mondialisation du goût, cette uniformisation qui est très très dangereuse pour notre savoir.
Parce qu'en fin de compte, ce que nos aïeux et puis, ont essayé de faire, c'est de toujours aller dans l'évolution du goût, dans l'évolution de l'amélioration de l'alimentation, de effectivement d'éviter une vie trop fadasse. Il faut savoir que un chevalier, un noble, se devait de mourir à cheval, l'épée à la main. Les conquêtes, les guerres, quelle richesse cherchait-il? Est-ce que c'était l'or? Est-ce que c'était agrandir un empire? Est-ce que c'était pour conquérir, pour montrer qu'on est plus fort que l'autre? Ben, je peux vous dire qu'avec mes recherches, je peux être sûr et certain que depuis l'Antiquité, depuis que Alexandre le Grand a fait un parcours phénoménal vers l'Orient pour aller en Inde, pour récupérer effectivement les épices qui étaient déjà une très grande rareté, il voulait dominer la Perse qui était effectivement un ennemi héréditaire de la Grèce et de la Rome. Il faut savoir que toutes les conquêtes romaines, pendant toute l'Antiquité, les Romains se faisaient et se défaisaient selon les conquêtes de l'Orient pour dominer cette route de la soie. Vous savez que les Romains avaient déjà de la soie. Eh bien, la soie a été ramenée de Chine. Personne connaissait la fabrication de la soie. Mais il n'y avait pas que la soie. Il y avait le lapis lazuli, la fameuse couleur bleue que les Égyptiens avaient déjà, qui est toujours encore une couleur très, très, très noble. Eh bien, c'était donc en Afghanistan, qu'on appelait à l'époque de l'Antiquité la batriane. Et vous aviez toutes les épices, les poivres, les épices que nous connaissons encore actuellement, enfin qui reviennent sur nos tables. Je disais bien avant que le gingembre, nous ne le connaissions pas dans les années 60. Eh bien, le poivre était présent sur 85% des recettes d'Apicius. Le gingembre était présent sur 30% des recettes. Le coriandre, les feuilles de coriandre que nous avons réappris à travailler grâce à la cuisine chinoise. La livèche, quelqu'un connaît la livèche? La livèche, c'est le magui. En Suisse, chez nous en Alsace et tout ça, c'est une herbe à magui. C'est-à-dire que vous le prenez, ça sent le magui. Le magi ou le magui, enfin moi avec mon accent alsacien. Bon, les tomates sont encore là-bas, hein, si quelqu'un... Je vous ai dit. Non, alors on a une épice qui est très commune chez nous, un peu moins ici à la France de l'intérieur, comme on dit en Alsace. C'est vrai, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Vieille France. Bon, les gens un peu plus intelligents ils disent la vieille France. Donc je reviens encore effectivement sur cette culture alsacienne, qu'effectivement on est au centre de l'Europe et qu'on a eu plusieurs cultures. Cette culture nous est parvenue malheureusement grâce aux guerres, grâce effectivement à toutes ces guerres qui ont en fin de compte, grâce à ces guerres, à ces nobles qui guerroyaient tout le temps, à chaque fois ils ont ramené une autre épice, un autre aliment. Il faut savoir que les cerises, les pêches, les abricots, les pamplemousses, les oranges, tout ça, ça vient de l'Orient. Et chaque fois, ça a été ramené. Les dernières trouvailles sont tout simplement le kiwi. Bon, on n'a pas eu besoin d'une guerre pour ça, mais moi j'ai connu l'apparition du kiwi qui est arrivé en fin des années 70. Et la tomate a apparu en France, quand? 1 siècle ou 2 siècles après l'Italie. Acclimatée en Espagne, acclimatée en Italie. Et la pomme de terre. Pourquoi la pomme de terre est apparue en France? Oh, je crois que vous m'avez jeté une tomate. Donc je reviens sur nos fameuses pommes de terre. La pomme de terre a une histoire assez singulière, mais véridique. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est la vérité. Il faut savoir que d'un pays à l'autre, ils acceptaient ou refusaient de manger tel et tel produit. C'était comme une dictature de l'alimentation. Il faut savoir que la France était toujours en guerre avec l'Espagne, l'Allemagne, les Flandres, Charles Quint, Louis XIV, Louis XV. Par contre, Louis XVI était beaucoup plus intelligent. Il avait effectivement une personne qui s'appelait Parmentier, hein, agronome, je pense que c'était un agronome, qui, lui, a eu pas beaucoup de chance, parce qu'après une carrière militaire où il était prisonnier dans le Hanovre, dans le Brandenbourg, pendant plusieurs années, après la guerre de succession d'Espagne en 1764, eh ben, il s'est retrouvé pendant 4 ans à bouffer des pommes de terre. Les Prussiens avaient des pommes de terre. En Prusse, pays beaucoup plus pauvre à l'époque,
ne faut pas oublier que Voltaire est allé se réfugier chez le roi de Prusse, hein, le fameux Frédéric, ainsi que tous les Huguenots français, déjà 100 à 150 ans avant. Mais par contre, c'est quand même resté un pays pauvre par rapport à la France. Mais la France a quelque part refusé effectivement ce diktat, que je reviens de nouveau sur le diktat alimentaire, pour ne pas manger la même chose que son ennemi héréditaire mange, tel que les Allemands, les Espagnols et tout ça. Donc en fin de compte, je vais conclure cette petite histoire de pommes de terre. Si Louis XVI et Parmentier, qui portaient une petite fleur de pommes de terre à la redingote, avaient pu faire accepter la pomme de terre, il n'y aurait jamais eu de Révolution française. Ils auraient évité les 2-3 famines qui ont précédé la Révolution. Et savez-vous comment Parmentier a pu faire accepter enfin cette pomme de terre? Eh ben, en 1790, 91, c'était pas fameux non plus. Eh ben, il a fait planter des pommes de terre dans les faubourgs de Paris, gardées par la garde nationale. Mais il leur disait, bon, s'il y a des gens qui viennent piquer les pommes de terre, laissez-les faire, laissez-les faire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et c'est grâce à cette anecdote qui est écrite, ça ne vient pas de moi bien sûr, les Français ont commencé à adopter la pomme de terre et est devenu un pays de pommes de terre. Consommation n'est peut-être pas aussi exagérée que celle des Belges, qui dépasse quand même encore, et c'est toujours encore véridique. Hein. Et les Allemands, bien sûr, sont encore des grands consommateurs de pommes de terre. Voilà. Donc je voulais encore surtout dire pour clore, oui je sais, alors les tomates c'est bon si je suis trop long. La facilité des échanges grâce à notre technologie, des remèdes et des recettes qui sont totalement identiques. Hein. J'espère que ça va contribuer à enrichir notre quotidien. Et la culture culinaire de la table doit continuer à contribuer dans la paix du monde. Hein. Et la qualité de la vie commence dans l'assiette. Voilà, merci.